Salut à tous, c'est Bismart. Donc, on va démarrer avec le nucléaire, avec Fukushima. Donc, Fukushima, 10 ans après, où en est le nucléaire. Mais avant cela, quand même, j'allais dire rétablir. En fait, j'aime pas la façon dont j'allais présenter les choses avec vous. Rétablir un certain nombre de vérités. Non, ça veut rien dire. Simplement, voilà, il y a un certain nombre de faits qui sont connus maintenant 10 ans après Fukushima et qui relativisent évidemment énormément tout ce qu'on a pu raconter sur l'impact et l'importance de cette catastrophe. Donc, on va démarrer avec ça et puis parler de l'énergie nucléaire. On en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine aussi avec le patron d'Assystem. On continuera notre semaine immobilière. On parlera de l'immobilier de bureau, tout ce qui se passe autour du vélo. Et donc, c'est ça qui est formidable maintenant, c'est qu'à partir du moment où le vélo se développe, il y a des nouveaux business models, des nouvelles idées aussi qui sont en train de naître sur la façon de nous vendre les vélos, qui peuvent parfois coûter quand même assez cher, hein, les vélos électriques aujourd'hui, les plus modernes. Donc, il y a des systèmes de location maintenant, par exemple, qui commencent à se mettre en place. Et puis, on terminera, tiens, on avait commencé avec une catastrophe, on terminera avec les orages. Il y a du business à faire, c'est absolument passionnant. Juste, la seule chose qu'on peut faire, c'est localiser les impacts de foudre. Et ben, rien que ça, en fait, à partir du moment où on le fait avec précision, ça a des implications qui sont très intéressantes. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre avec Fukushima, Myrto Tripati. Bonjour Myrto. Bonjour Stéphane. Tu reviens nous voir, donc les voix du nucléaire, je le dis d'un mot, collectif qui s'est donné pour mission de, alors je cite ce qui est écrit sur le site internet des voix du nucléaire, de rééquilibrer le débat autour du nucléaire afin de lui permettre de jouer son rôle dans la protection du climat. Et c'est particulièrement vrai, rééquilibrer le débat sur tout ce qui s'est passé autour de Fukushima. Là encore, je lis le texte que vous signez. Alors, c'était avant d'ailleurs le rapport, je l'ai lu moi avant le rapport des Nations Unies qui est tombé il y a 2 jours à peine. Ouais, le 9 mars exactement. Voilà, dont on va reparler sur les victimes ou l'absence de victimes, l'absence de morts liées à la catastrophe nucléaire. La désinformation touchant les conséquences de l'accident de Fukushima a été entretenue et répandue intentionnellement. Écrivez-vous, Myrto. Écoutez, oui, parce que le rapport de l'UNSCEAR, qui est donc le comité scientifique des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, qui est sorti mardi, c'est le rapport du bilan des 10 ans des impacts sanitaires de la catastrophe de Fukushima. Ce rapport est le deuxième, le premier est sorti en 2013, ouais. Donc il y a 8 ans de ça. Et en fait, il disait la même chose. Et donc là, c'est bien, le rapport qui vient de sortir confirme finalement, même en les améliorant, les conclusions du rapport d'il y a 8 ans. Donc en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait déjà. Donc autant vous dire que effectivement, ça fait 8 ans. Et quand vous dites ça, tout ce qu'on a pu dire sur l'accident de Fukushima, la réalité, c'est tout ce qu'on dit encore. Alors, on va revenir sur ce rapport qui dit, vous l'avez sans doute suivi, qu'il n'y a aucune victime directe. Il y en a eu, mais du fait des évacuations, mais il n'y a aucune victime directe de la catastrophe, ou du moins aucun mort direct de la catastrophe, alors, et pas de hausse de cancer. Vas-y, Myrto. Alors, je vais préciser le langage, parce que la formulation est effectivement très importante. Donc, on n'a enregistré aucun mort et aucun malade, aucun cancer lié aux radiations échappées de la centrale nucléaire de Fukushima, que ce soit auprès des populations civiles, auprès des travailleurs ou auprès des équipes de secours. Donc ça, c'est enregistré sur les 10 dernières années et aucun n'est attendu. Donc c'est aujourd'hui et aussi à l'avenir. C'est les décès, c'est aussi les malades. Comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire que... Et c'est vrai aussi pour les écosystèmes. Ça veut dire, Myrto, pardon de poser cette question, non, mais ça veut dire qu'en fait, aucune radiation ne s'est échappée de l'enceinte de confinement. Si, bien sûr, des radiations se sont échappées, à peu près 10 fois moins que ce qui a pu s'échapper de la centrale de Tchernobyl à l'époque. Pardon. Mais d'abord, la radiation n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est une question de dose, c'est une question de quantité que vous ingérez ou à laquelle vous êtes exposé. Et puis, cette radiation a été diluée assez rapidement. Et encore une fois, il y en a eu, bien sûr, mais pas suffisamment pour qu'elle ait un impact sanitaire. Et donc, l'impact sanitaire, le vrai impact sanitaire, c'est d'abord celui du tsunami, parce qu'il faut rappeler que ce qu'on commémore
aujourd'hui, c'est pas du tout l'accident de Fukushima, hein. Tout à fait. C'est le séisme et le tsunami du Tohoku, qui est une région du Japon, et un séisme qui a impacté 600 km de côte. Donc c'est quand même important de se souvenir et d'essayer de visualiser et de se mettre à la place, hein, des Japonais dont on parle finalement assez facilement depuis ici, hein, à des milliers de kilomètres. Les Japonais, sur la côte est du Japon, se sont pris l'équivalent d'un immeuble de 5 étages d'eau qui leur est arrivé dessus à la vitesse de 50 km/h. Oui, Jusqu'à 10 km à l'intérieur des côtes. En l'occurrence, c'est ça qui a fait les victimes. Pardon de le dire comme ça, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire, c'est un tremblement de terre, c'est un raz-de-marée, etc. Mais effectivement, pour que ça nous concerne, nous, c'est effectivement le sujet nucléaire qui, tout à coup, est venu à la une. Non, mais alors, pour le coup, en allant sur votre site, allez-y, hein, si ça vous intéresse, on découvre des choses assez sidérantes, et notamment une confusion pour vous volontaire qui a été faite et qui est faite en permanence depuis 10 ans entre les images de la centrale et les images d'une raffinerie en fait qui est à côté de Fukushima. C'est elle qui brûle. Et à chaque fois que, et faites attention quand vous voyez une photo de la centrale de Fukushima en feu, non, elle n'a pas été en feu. Ce qui est en feu, c'est une raffinerie à côté. Absolument. Et même pas à côté, c'est une raffinerie à proximité de Tokyo, la raffinerie Cosma Oil. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu 52 accidents industriels avec des pollutions chimiques, d'hydrocarbures absolument considérables qui ont touché les écosystèmes, qui ont impacté la mer, la côte, etc., dont on ne parle pas. Et l'effort de remédiation de ces écosystèmes-là n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on a fait sur la centrale de Fukushima, pour des niveaux de radiation qui, en plus, et c'est ce qui est de plus en plus dit et partagé aujourd'hui par les scientifiques qui s'intéressent à la question, des niveaux de radiation qui, en fait, probablement ne justifiaient pas l'évacuation. Voilà, c'est ça. Du tout des populations. Sachant qu'aujourd'hui, ces zones qui ont été évacuées de manière extrêmement brutale, soudaine, et puis surtout sur une durée très très longue, c'est ça qui est frappant, hein. Et ben aujourd'hui, il y a à peine 20% de la population qui est revenue, et c'est un drame pour les Japonais. Et le drame pour ces Japonais, c'est non seulement les victimes, d'avoir été les victimes du tsunami, hein, 18 500 personnes décédées et disparues, mais c'est aussi ensuite d'avoir subi finalement ce désastre d'image dû à la rumeur, littéralement, et à l'ostracisme, à la stigmatisation qui a suivi par rapport au reste du Japon, par rapport au reste du monde, qui continue à alimenter cette phobie, quoi. Parce que c'était le précédent de Tchernobyl, et donc, d'une certaine manière, dans notre univers mental, forcément, Fukushima allait devenir un nouveau Tchernobyl, une nouvelle zone interdite pour des décennies. Écoutez, les rapporteurs du comité scientifique des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé en parlaient donc mardi soir et disaient nous, on a un problème en tant que scientifiques, c'est que notre travail est détruit, mis à mal très fortement par les médias. Et ça a déjà été le cas sur Tchernobyl, et on le revit aujourd'hui sur Fukushima. Donc, il ne s'agit pas de diminuer l'importance d'un accident nucléaire, hein. C'est quelque chose de tout à fait significatif et dont il faut se préserver autant que possible. Mais c'est un accident industriel et il faut peser le pour et le contre, les bénéfices et les inconvénients. Et aujourd'hui, il est très clair que la frénésie médiatique et en partie outrancière, hein, notamment les déclarations de certains politiques sur le sujet, est complètement décorrélée de la réalité du sujet et détourne l'attention des vrais sujets. Japonais, parce que c'est quand même les Japonais qui ont arrêté tous leurs réacteurs. Alors, c'est les Japonais qui ont arrêté tous leurs réacteurs. Bon, je pense que sur le coup, la peur, l'inquiétude, le choc se justifiaient probablement. Enfin, après, c'est humain, hein, je me mets à la place des gens comme tout le monde. J'en suis, bien sûr. Et puis, à l'époque, je faisais partie de l'industrie nucléaire. Alors maintenant, ça fait 7 ans que je l'ai quittée. Mais l'industrie nucléaire aussi a été excessivement choquée et attentive et a réagi très, très vite dans l'inquiétude. Maintenant, ça ne se justifie pas. Là, on a perdu 10 ans. 10 ans pendant lesquels les centrales nucléaires japonaises qui ont été arrêtées, les centrales nucléaires mondiales 54 qui ont été réacteurs, c'est ça, hein, arrêtés au Japon. Donc, alors, 54 réacteurs, c'était la 3e industrie mondiale nucléaire. C'est ça. Ouais. Ils avaient finalement un programme à peu près comparable au nôtre. Absolument, puisque nous, on était à 58 centrales. Et donc, 56. En fait, je voyais là, 21 sont définitivement arrêtés.
Mais est-ce qu'ils sont en train d'en redémarrer un certain nombre? Ils en sont où, justement, les Alors, Japonais ils sont en là-dessus, train tu le d'en sais? redémarrer un certain nombre. 9, en ce moment, sont en train d'être redémarrés. Ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que pour compenser, parce que donc, ces réacteurs représentaient 30% d'électricité au Japon, un tiers, hein, que vous perdez du jour au Ah, lendemain. c'est ça. Pour compenser ça, le Japon est devenu le premier importateur de gaz dans le monde. Alors, il y en a finalement que ça arrange, hein, disons-le clairement. Et puis, le Japon a construit 12 centrales charbon, est en train d'en construire 15 centrales charbon, nouvelles, hein, toutes nouvelles, et en a planifié 10 supplémentaires. Donc voilà, ça c'est une conséquence, une vraie conséquence, ni de l'accident, ni du tsunami, mais bien de la peur et de la rumeur et de l'inquiétude artificiellement créée autour de cet accident qui, rappelons-le, n'a pas fait de victimes à ce jour. Ouais, ouais, c'est très perturbant. Et c'est Ouais, pour ça que tu... et je comprends ça, c'est-à-dire cette peur artificiellement créée. Je ne sais même pas s'il y avait besoin, tu vois, d'une opération de lobbying pensée, construite, pour de toute façon, Angela Merkel, parce que c'est quand même ça pour moi la réaction la plus spectaculaire de toutes. Donc Angela Merkel, physicienne elle-même, hein, qui dit peu de temps après la catastrophe, en tant que physicienne, nous allons fermer toutes les centrales nucléaires en Allemagne. Eh ben, je ne pense pas qu'elle l'ait dit Les en tant que Suisses physicienne. prennent la même, enfin, tu vois, les Ouais. paisibles Suisses de Non, la même façon. je pense qu'elle ne l'a pas dit en tant que physicienne. Je pense qu'elle l'a dit en tant que femme politique allemande, puisque c'était elle-même qui, un an auparavant, avait demandé à ce que soit repoussée la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Et elle était tout à fait confiante dans le programme nucléaire allemand. Donc, non, elle a répondu à une attente populaire, Tu ne à ce crois qu'elle pas, a Myrto, supposé être une attente alors, il se populaire. trouve, en toi, tout cas. tu étais dans l'industrie nucléaire à l'époque. Moi, je suivais ça en tant que journaliste avec des liaisons directes pratiquement, hein, avec notamment l'Institut de sûreté contre les radiations, l'ISRN. Voilà, c'est ça. L'IRSN. L'IRSN. Et donc, on a suivi quand même ce moment où on a cru perdre le contrôle du cœur, mais de manière totale. Donc, il s'enfonçait dans le sol. Je me souviens de Anne Lauvergeon, à l'époque, à la tête. Il faut se rappeler, c'est-à-dire, je parle sous ton contrôle, hein, mais il y avait notamment l'idée qu'il ne fallait jamais envoyer d'eau de mer sur un réacteur nucléaire. Sauf que là, c'était vraiment ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait le refroidir à tout prix. Globalement, c'était ça un petit peu l'idée. Ouais. Et il y a eu ces quelques jours où les Japonais ne voulaient pas le faire parce que c'était vraiment sortir du manuel. Ouais. Ou à Paris, moi j'avais des sources qui disaient mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, il y a eu quand même un moment ultra challenging dans cette histoire. Non, mais alors absolument, évidemment. Et ceux qui... Je pense que la première chose qu'il faut dire et qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été retirés par l'industrie nucléaire, par les autorités de sûreté, par les autorités réglementaires, par toutes les instances internationales qui contrôlent ce truc, qui, je pense, est l'accident nucléaire qui a été le plus suivi, le plus étudié, le plus mesuré de l'histoire, encore maintenant, hein, y compris le bilan sanitaire de quantités incroyables de populations qui sont encore suivies de manière très très précise aujourd'hui. Donc il y a un retour qui a été intégré, qui a été fait très très vite à l'échelle mondiale sur toutes les centrales de la planète, et on en a retiré tout un tas d'enseignements. Donc effectivement, il y a eu une période de temps qui a été extrêmement critique. Alors cette histoire d'eau de mer, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est parce que donc dans l'eau de mer, il y a du sel et qu'ils craignaient que ce sel cristallise et bouche certaines vannes et certaines canalisations dont ils avaient besoin pour alimenter le réacteur. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de manuel. D'abord parce que les équipes de CAR n'avaient pas été formées, n'avaient pas anticipé ce genre d'accident, ce que les équipes françaises sont très largement et étaient également à l'époque. Et puis surtout que cet accident-là, parce qu'on est confronté à un tremblement de terre historique, hein, le quatrième de l'histoire de l'humanité, à un tsunami millénaire. Enfin, tout est arrivé sur cette centrale et elle s'est retrouvée dans une situation qui était complètement inédite, où elle a perdu toute son alimentation électrique, la sienne, les alimentations de secours, celles des autres centrales autour, l'extérieur du réseau, et en plus a perdu ses systèmes de refroidissement, et les opérateurs n'avaient plus aucune visibilité sur ce qui était en train de se passer. Donc ils étaient à l'aveugle complètement. Et malgré cela, quand même, malgré cela, le bilan, le vrai bilan, il est quoi? Il est aucun mort enregistré 10 ans plus tard, aucun malade enregistré 10 ans plus tard, aucun n'est attendu, 2 accidents de chantier,
dû probablement d'ailleurs au tremblement de terre, dont une personne qui est tombée d'une échelle. 2200 décès prématurés sur les 10 ans d'évacuation depuis le jour de l'accident. Et puis, 5 autres centrales nucléaires touchées, mais qui, elles, n'ont pas connu d'accident grave. Et la centrale nucléaire la plus proche de l'épicentre, qui a tellement bien tenu que les populations autour sont venues se réfugier à l'intérieur. Il est là aussi le bilan. Et les quand tu dis, autres, pour être très clair, quand tu dis 2200 décès, donc le chiffre est très précis d'ailleurs, c'est 2259 morts, mais liés à l'évacuation. Et à la seule évacuation. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, à 90%, c'est des personnes de plus de 60 ans qui ont été extrêmement traumatisées. On a arraché des malades de leur lit. Il y a eu des défauts de soins pour les gens qui étaient extrêmement fragiles. Et puis ensuite, il y a eu des suicides, des dépressions. Et il y a un bilan de santé mentale et psychologique qui, lui, est tout à fait... Quand tu dis, tout à fait certain. Alors, les équipes françaises, c'est quand même 10 ans après Fukushima, vous avez sans doute suivi ça la semaine dernière, l'ASN débarquait à Flamanville sur une alerte, un dispositif d'alerte, un exercice en fait, auquel a été soumis EDF, exercice donc d'accidents graves, ils n'étaient pas prévenus, etc. Et voir qu'en fait, l'ASN l'a constaté, les procédures ont été mal suivies, que les gens n'étaient pas formés. Tu dis quand même, le sujet n'est pas forcément non plus... Je crois qu'il faut faire très très attention aux termes qu'on emploie. Quand on dit mal formé, pas suivi, etc. Tout ça est suivi de manière très très précise. Il y a des degrés d'incidents qui sont mesurés par l'autorité de sûreté nucléaire qui est parfaitement indépendante, dans laquelle d'ailleurs, bien sûr, à laquelle contribuent un certain nombre d'antinucléaires notoires, reconnus, historiques depuis des années. Donc il y a énormément de contrôle là-dessus. Et honnêtement, les centrales françaises nucléaires ne présentent aucun danger, sont extrêmement sûres, sont suivies de très très près. Et en tant que citoyen qui n'est affilié à aucune de ces industries-là depuis très longtemps, j'aimerais bien que l'ensemble des industries françaises et mondiales soient soumis au même niveau de contrôle, l'ensemble des déchets soient soumis au même niveau de contrôle. Je ne suis absolument pas en train de dire que l'industrie nucléaire devrait être moins suivie. Après tout, c'est quand même une construction humaine, donc il faut suivre et contrôler tout ça. Par contre, qu'on fasse également le même exercice sur les autres, parce que si on s'inquiète réellement du climat, si on s'inquiète réellement de l'environnement, c'est l'ensemble de tous les impacts humains sur la nature et sur les populations qu'il faut suivre également. Donc, les dégâts ont été évidemment considérables sur l'industrie, sur... les dégâts du tsunami et du tremblement de terre. Voilà, et du tremblement de terre. Non, mais je parle sur l'industrie. C'est-à-dire, les dégâts, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire cette peur irrationnelle qui a saisi le monde entier autour de l'accident de cette centrale, a amené donc une forme d'hiver nucléaire dont on est en train de sortir ou pas. Je regardais là, le 14e plan quinquennal chinois. Il y a des ambitions pour le coup qui sont très très fortes sur le nucléaire, là. 150 gigawatts en 2035, c'est-à-dire que eux, pour le coup, ils ont décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Les Chinois avaient déjà décidé, donc ils ont eu aussi un petit ralentissement après Fukushima parce que tout le monde a révisé la sécurité de ces centrales, a remis à jour ses protocoles par rapport à cet incident dont on n'a pas imaginé qu'il était possible de l'ampleur qu'il avait. Donc maintenant, désormais, même l'impossible est pris en compte dans la sûreté des centrales. Mais donc effectivement, les Chinois ont redémarré après, ont repris leur rythme. Et depuis 2015-2016, ils sont à 6 à 8 centrales qui mettent en ligne par an. Centrales nucléaires. Alors, ils ont aussi un très, très important programme de renouvelables intermittentes, donc solaire et éolien. Et ils ont aussi un programme fossile extrêmement significatif. Mais ils sont résolument dans la démarche d'intégrer le nucléaire dans leur transition énergétique pour réduire au maximum leur recours aux énergies fossiles. Ce qu'on serait bien inspiré de faire également. Avec une nouvelle génération made in China. Made by China. Je regardais leur dernière centrale. Alors, c'est CCTV qui dit ça, mais en gros, 80% des composants sont non seulement faits en Chine, mais conçus en Chine.
Alors oui, mais enfin c'est un peu une des particularités de l'industrie nucléaire mondiale, c'est qu'elle s'est toujours fait de manière extrêmement collaborative. Comme c'est quelque chose de très compliqué, qui trempe beaucoup dans la science, ça s'est toujours fait de manière très collaborative. Donc les Chinois se sont inspirés du design français, des centrales de Daya Bay qui sont du design français à l'origine. Nous-mêmes avons fait évoluer le design américain qui nous venait de Westinghouse. Ouais, tout à fait. Donc Framatome, c'est France-Amérique Atome à l'époque, à l'origine. Donc en fait, tout ça, en fait, toutes les industries, oui, se nourrissent. Framatome, c'était France-Amérique, dis donc. Oui, c'est ça. Donc en fait, toutes ces industries se nourrissent. Et d'ailleurs, les fameux 40 ans, soi-disant, de durée de vie des centrales françaises, c'est pas du tout une durée de vie. En fait, c'est lié à l'accord commercial initial entre Framatome et Westinghouse. Et en fait, c'est un accord de licence. Et donc, la durée d'amortissement était de 40 ans. Ça n'a absolument rien à voir avec la durée de vie effective Il nous reste quelques et secondes, technique des Mirko. centrales Est-ce que tu françaises. penses que ce rapport donc, des Nations Unies peut un petit peu changer la donne en France? Eh bien, écoute, vraiment, j'espère, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'avant l'accident de Fukushima, la transition énergétique était résolument nucléaire plus renouvelable, et que depuis l'accident de Fukushima, alors bien sûr, la frontière n'est pas aussi nette, mais la défiance que ça a créée auprès des populations et donc auprès des politiques vis-à-vis du nucléaire a fait d'abord qu'un certain nombre de flottes de parcs nucléaires se sont arrêtés. Donc c'était le Japon, c'était aussi l'Allemagne. Et qui a eu un retour en arrière aussi de tout ce qui était les programmes et les plans de construction du nucléaire mondial, et que nous sommes désormais dans une transition énergétique fossile, plus un petit peu de renouvelable, et qu'on va droit dans le mur pour ce qui est de nos objectifs de bilan carbone neutralité à 2050. Donc 2050, je me permets de rappeler, c'est dans 30 ans. Donc je pense que comme on a 90% de nos ressources énergétiques qu'il faut qu'on fasse passer de très carboné à décarboné, je pense qu'il faut vraiment reposer la question de s'appuyer sur le nucléaire, de poursuivre ce qu'on sait déjà faire et qu'on fait déjà bien pour concentrer nos efforts ailleurs, sachant que les enjeux sont énormes et que finalement on voit bien ce rapport, ce constat qu'on fait aujourd'hui 10 ans plus tard, que toute cette peur, elle est fondée sur pas grand-chose et qu'elle tue beaucoup plus que l'accident lui-même ne peut le faire. Myrto Tripati, donc présidente des Voix du nucléaire, était notre première invitée sur Bismart. On repart les amis, on repart donc avec l'immobilier. Alors hier, on a passé beaucoup de temps avec Alain Dinin à parler du résidentiel. Je voulais parler un peu des bureaux avec lui, puis on n'a pas eu le temps. C'est vrai que le résidentiel est quand même... Et puis, il se trouve que voilà, j'ai une belle foncière, là, spécialiste. Alors, du bureau, mais du bureau en région. Oui. Et alors, donc Philippe Rosio, bonjour Philippe, PDG donc de INEA. Et en fait, avec une taille qui est quand même une taille réduite pour une foncière, enfin 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très bien, mais oui. Voilà, vous êtes leader en région. Ça veut dire qu'en fait, les grandes foncières ne s'intéressent pas aux bureaux en région. La réponse est oui. On est leader. Deux, au-delà du chiffre d'affaires, il faut voir à peu près le portefeuille. Oui, donc, bien on a sûr. un portefeuille qui fait à peu près 1 milliard. Mais effectivement, on est la seule foncière cotée qui soit véritablement active en matière d'immobilier de bureaux et notamment d'immobilier de bureaux neufs en région. Oui. Il serait temps qu'ils s'y mettent quand même, non Écoutez... Non, mais c'est là que ça m'intéresse. Ouais. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose justement sur ce bouleversement du travail qu'on est tous en train de traverser? Alors, on se dit que là, les régions ont des cartes à jouer qu'elles n'avaient peut-être pas avant et peut-être enfin sortir de l'hypercentre parisien. Je ne peux que souhaiter que vous ayez raison. Ouais, c'est ça. Le point est que globalement, on a débuté cette aventure et on a créé cette société il y a à peu près une quinzaine d'années. Et l'idée a été immédiatement en fait de se focaliser sur la région. Pourquoi ? Parce qu'on était en train d'identifier que les grandes métropoles régionales, qui sont en train de devenir en gros les capitales des régions, avaient une croissance démographique, une croissance économique, et puis même en fait un développement culturel. Et donc les accompagner immobilièrement avait beaucoup de sens. Et donc on s'est calé sur des immeubles de bureaux, essentiellement neufs. Alors on les achète dans un terme un peu barbare, on les achète en VFA, c'est-à-dire en vente en l'état futur d'achèvement. Sur plan. Oui, au cul du camion. Oui, voilà. Sur plan. Et par rapport à cela, si vous voulez, ces immeubles neufs, conçus comme tels hier, au fil du temps, c'est des immeubles qui sont aux normes environnementales et en date d'aujourd'hui, ce sont des immeubles qui sont verts. Et donc, effectivement, on se revendique, en plus d'être leader coté dans l'immobilier de bureau en région,
comme là, tout simplement, la première foncière qui est verte et qui respecte en date d'aujourd'hui le décret tertiaire. Oui, mais ils le sont tous, finalement. Enfin, je veux dire, il ne peut plus y avoir une foncière à peu près raisonnable qui ne fait pas de la construction, alors énergie positive, etc. Enfin bref, l'ensemble des labels, décrets et autres. Oui, c'est une chose que de vouloir l'être. C'est une chose d'avoir en quelque sorte toute un marketing vert. C'en est une autre en date d'aujourd'hui de respecter le décret tertiaire qui vient de sortir. Il est sorti chiffré le 18 janvier 2021. Il faut appliquer les grilles du décret tertiaire immeuble par immeuble et se rendre compte si on le respecte ou pas. Dans notre et donc cas, c'est quoi? C'est l'équivalent des RT qu'on voit fleurir pour l'immobilier résidentiel? Oui, tout ça, ça accompagne le même mouvement, mais c'est vraiment la consommation énergétique de votre immeuble doit respecter un certain seuil. D'accord. Donc c'est extrêmement normé. On le définit en fonction de l'altitude de l'immeuble, de sa position géographique, et ensuite du degré d'utilisation qu'on a de l'immeuble. Et vous déclinez tout ça immeuble par immeuble. Exercice qu'on a fait. 80% de notre portefeuille respecte déjà le décret tertiaire horizon 2030, donc ça veut dire 10 ans d'avance, et il y a 13% qu'on peut faire basculer facilement. Donc on a plus de 90% de notre portefeuille qui respecte déjà le décret tertiaire. Mais d'ailleurs, j'ai vu dans vos résultats un chiffre très intéressant, c'est-à-dire sur 2012-2019, vous avez une consommation énergétique de vos bâtiments en baisse de 31%. Oui, et aujourd'hui, on est par rapport à la... C'est super intéressant quand même. Oui, ça. mais même aujourd'hui, on est par rapport à la consommation énergétique moyenne dans le bureau, telle qu'on peut la mesurer, 38% en dessous de la moyenne nationale. Donc quand vous dites... Oui, mais à la limite, moi ce qui m'intéresse, c'est les progrès. À la limite, la moyenne nationale que vous soyez... OK, mais... En fait, c'est sur vos propres bâtiments en fait, que vous arrivez par... par le fait d'y avoir mis très très tôt en fait, des capteurs qui permettent en fait, de suivre la consommation en matière de fluide, donc tant en électricité qu'en eau, et effectivement d'avoir monitoré tout ça au fil du temps pour effectivement abaisser la consommation énergétique. Super intéressant. Je l'espère. Non, alors en plus, vous avez une raison d'être, là, j'aime bien, contribuer à l'essor économique des territoires en favorisant le développement d'un immeuble, d'un immobilier tertiaire durable. Voilà. Bah, écoutez, c'est beau comme une raison d'être. Ça engage pas plus que ça. Oui, enfin, ça engage. Construire de l'immobilier de bureaux neufs en région, je vous assure qu'il y a une dizaine d'années, c'était loin d'être évident. Moi, alors, c'est pas le jeu, mais c'est le mot territoire sur lequel j'irai vous challenger. Oui. Parce que vos immeubles, ils sont pas dans les territoires. Vos immeubles, ils sont où? Ils sont à Bordeaux, ils sont dans les grandes métropoles. Oui, mais après, écoutez, il faut bien commencer quelque part. D'accord. Et donc, on peut penser que demain, ou espérer demain, qu'il y aura des villes satellitaires par rapport à ces grandes métropoles qui se développeront elles aussi, et qu'on sera à même de suivre ce développement. Alors, au-delà de ça, et de ce green building d'ailleurs, je l'avais écrit comme ça, comment est-ce que vous voyez l'évolution du bureau? Est-ce que vous êtes en train aujourd'hui, est-ce que d'une certaine manière, vous êtes pris par surprise par ce qui pourrait se passer en termes d'évolution justement du secteur tertiaire? Et je pense au télétravail et au développement du télétravail. Oui. Je pense, et je ne suis pas du tout le premier à le dire, que cette crise, ça a eu comme conséquence une accélération de mutation, mais il ne faut pas oublier la fin de la phrase qui était déjà en cours. Donc, vous avez effectivement un côté exacerbé. Les médias font que globalement, l'e-commerce s'adresse aux centres commerciaux et c'est le fléau des centres commerciaux. Ils ont vite fait d'appliquer le télétravail comme devenant le nouveau fléau des bureaux. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, dans ce qu'on vit, vous avez en fait à la fois le télétravail qui est une flexibilité et il faut effectivement l'utiliser. Attention simplement à sa productivité et au lien social qui peut disparaître. Ouais. Et puis dans le même temps, en fait, une dédensification d'un certain nombre d'espaces de bureaux. Il ne faut pas oublier l'open space. Aujourd'hui, on le considère comme mort au passé, mais il a triomphé au cours des années passées. Et c'était quoi? On vendait plus de créativité et plus de communication, ce qu'on n'a pas eu, pour beaucoup moins de mètres carrés, ce qu'on avait effectivement bien eu. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui un phénomène dans lequel vous avez effectivement cette flexibilité télétravail qui va libérer de l'espace, mais dans le même temps, des conceptions différentes en fait de l'espace de travail. Ce que vous dites, c'est qu'il y avait besoin en fait de libérer de l'espace. Mais bien sûr. C'est on s'était entassé à beaucoup trop nombreux dans les open space. Oui. À l'évidence. Oui, sauf que le gars qui fait ses comptes, le gars qui regarde son bilan, le gars qui regarde combien lui coûtent ses mètres carrés, il va peut-être avoir, lui, comme réflexion de dire « Bon, j'ai 30% de mes salariés en télétravail, je réduis de 30% mes mètres carrés ».
C'est là qu'on peut avoir une évolution qui soit vertueuse parce que effectivement, quand on constate les territoires, les régions, etc., on constate que globalement, et c'est ce que l'on vit, nous, on met à disposition des immeubles qui sont à taille humaine, donc qui sont, enfin, vous vous présentez par rapport Ça veut dire quoi de taille humaine? Ben, ça veut dire précisément que c'est un immeuble qui fait 3, 4, 5 étages au maximum. Donc que vous preniez l'ascenseur ou l'escalier, ça ne change rien, d'accord? Ils sont divisibles, ils sont flexibles, ils sont réversibles. C'est extraordinaire. Bon. Pouvoir aller travailler sans prendre l'ascenseur, c'est dingue. Et quand vous avez ça, bah, c'est autre chose qu'une tour à la Défense. Hein. Et quand vous avez ça, vous avez, accompagnant ces produits neufs, des loyers qui sont 3 à 4 fois moins élevés que ce que vous avez sur Paris et la région parisienne. Donc, il y a, par rapport à votre interrogation, une évolution possible qui serait intéressante pour le développement même de l'immobilier en France, pardon, c'est un phénomène de décentralisation. Tout à fait. Voilà. Il faut avoir... Que pourrait rendre... Alors là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec la Covid. Ce sont les nouvelles technologies. Oui. Et le fait qu'aujourd'hui, énormément d'activités tertiaires peuvent être en fait exercées, même si on continue à se regrouper pour, comme vous l'avez dit, la créativité et tout ça, enfin ce dont on parle très régulièrement. Mais en tout cas, elle peut être tout à fait décentralisée. Exactement. Alors le siège social peut être, si on le veut, à Paris, à Londres, où on veut, mais ensuite, vous avez la possibilité effectivement de décentraliser. Et il ne faut pas oublier non plus... Si et ça, c'est un mouvement que vous constatez? C'est-à-dire il y a des réflexions d'un certain nombre d'entreprises sur ce sujet-là? C'est un mouvement sociétal fort. D'abord, le drive, si vous voulez, l'élan, il est donné par les salariés. Vous interrogez les cadres franciliens, à 80%, ils ont envie d'aller vivre et de travailler à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, etc. C'est un mouvement très fort. 80%, ce n'est pas juste un effet de mode. Donc ce sera un facteur d'attractivité pour vous que de oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. À partir du moment où il y a effectivement une offre de bureau, qui est une offre de bureau parfaitement compétitive, enfin, qui est à la hauteur des standards. Elle l'est. De ce qu'on peut... Elle l'est déjà. C'est-à-dire que les prestations techniques qui sont offertes par des immeubles de bureaux neufs en région sont à égalité avec ce qu'on a à Paris, en région parisienne. Dernier point, Philippe, parce que vous avez traversé quand même, vous aussi, un sacré choc. Hein, oui. Est-ce qu'il y a eu un sujet de loyer? Parce que ça a été un moment très challenging quand même, hein, autour des loyers. Alors, pour faire vite, on a encaissé 99% de nos loyers en 2020. Le point a été simplement bien sûr qu'il fallait dialoguer, expliquer. On a aménagé à peu près 0,6% de nos loyers, donc ça paraît indécent, hein, quelque part. Mais on avait des loyers... Si les entreprises peuvent payer, il n'y a rien d'indécent. Oui, mais c'était ça le jeu. Mais vous avez raison, c'était ça le jeu. À partir du moment où nous, on était en train de fonctionner sans aucune aide, on a fait entendre à nos locataires, et ils l'ont entendu, qu'à partir du moment où eux aussi arrivaient à fonctionner, il fallait être dans l'économie et dans sa globalité. C'est ça, il y a un moment, il fallait que le système tienne. Voilà, c'était de l'éthique, c'était de la volonté de respecter des contrats. Voilà. Et donc, ça s'est bien passé, mais vous étiez prêt... parce que, et puis on n'est peut-être pas sorti de tout ça, oui, vous étiez prêt à vous dire, on regarde... Enfin, c'est-à-dire... Les relations entre une foncière et ses locataires peuvent pas être... Enfin, il y a des moments où on est capable de faire des gestes, il y a des moments où on est capable de rentrer dans une relation qui permet de maintenir en vie des entreprises. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que ces moments-là sont pertinents lorsque... on est face à des surfaces importantes avec des loyers importants. C'est là où peut-être le débat, si vous voulez. Et là, bien évidemment, je pense qu'il y a eu des effets d'aubaine qui ont été recherchés et puis de vraies négociations qui ont eu lieu. Ouais. Mais c'est là où vous êtes en train d'être sur des montants qui sont assez considérables. Alors que vous, justement, cette fameuse idée de taille humaine... Exactement, fait que globalement, on a des locataires qui sont bien importants, enfin bien évidemment importants. On a toujours cherché à avoir une dispersion de notre chiffre d'affaires qui soit forte. Aucun locataire ne fait plus de 5% de notre chiffre d'affaires. Et en matière de sous-jacent d'activité, c'est la même chose. Donc on a eu là la chance, il faut l'avouer, de ne pas être sur des secteurs qui ont été particulièrement pénalisés par la Covid. Merci Philippe. Philippe Rosiot, donc le PDG d'INEA, coté d'ailleurs. Hein, oui, INEA. Coté. Voilà, coté, voilà, si ça vous intéresse. Ben non, mais c'est toujours intéressant. Oui. Qui publiait d'ailleurs ses résultats il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier. Oui, voilà. Non, c'était le 3 mars, mais voilà. Merci d'être venu nous voir donc sur Bismart. Merci. Et donc on repart avec le vélo. Colombe Monnoyeur est avec nous. Bonjour Colombe. Bonjour, enchantée. Fondatrice de Red Wheel. Et alors, c'est intéressant, donc j'ai écrit nouveau modèle pour le vélo. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle du départ de votre réflexion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur une forme de surchauffe, finalement, de l'ensemble de la demande, de l'ensemble de cette industrie, de l'ensemble des modèles commerciaux. Et il faut inventer des choses nouvelles.
Ah oui, sûrement. Alors là, vous parlez du contexte Covid, mais sauf que moi, l'idée, elle est venue avant le Covid. Donc, De la location, parce qu'on va parler de location. Elle est venue avant le Covid. elle est venue avant le Covid. Moi, elle venait d'un constat, alors d'un double constat. Un mois, rapidement, sur ma vie professionnelle, après 15 ans en marketing, communication, pour des grandes marques. Alors, des grandes marques engagées, ça, c'était quand même un ancrage fort pour moi, en développement durable. J'avais envie d'entreprendre et puis de lancer un projet qui m'importait moi. C'est bien Et ça. puis, croiser... Je suis obligé, je peux vous demander à quel âge? À Quel âge? Oui, quel âge cette rupture-là? Ça m'intéresse beaucoup, moi, ça. Juste parle assez avant régulièrement. 40 ans, j'imagine que c'est assez classique. Oui, c'est ça. Ouais. J'imagine que c'est un grand classique. Bon, écoutez, moi, c'était C'est une mon sacrée envie à prise ce de... moment-là. Non, parce que quand on le fait, on peut le faire aussi plus tard, un peu plus tard, où les risques sont moins importants. Là, c'est quand même 40 ans, c'est une sacrée prise de risque. C'est-à-dire que Alors, moi, c'était un risque complètement calculé. Ouais. C'est un risque que je prenais en sachant que si ça fonctionnait pas, je pouvais revenir facilement D'accord. à ce que je faisais avant. Vous Donc, êtes sûr? oui, et c'est ça. Et Parce que d'ailleurs, vous le c'est faisiez de manière l'acceptation exceptionnelle, c'est-à-dire de que- ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'avais pas peur de revenir en arrière. D'accord. Il n'y avait pas de rejet non plus de ce que je faisais avant. C'était vraiment d'envie de suivre mon envie. Donc, c'était vraiment un risque calculé que j'ai pris, que je suis heureuse d'avoir pris et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et donc, à ce choix de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est croiser une problématique plus personnelle et assez basique pour une Parisienne, qui est que j'ai vendu ma voiture, j'en pouvais plus des bouchons, du stress, du trafic, et que moi, je cherchais à changer ma façon de me déplacer. Donc assez vite, comme je voulais aussi un peu mettre d'activité physique, liée au Assez vite, 40 on ans. arrive sur le vélo, effectivement. Voilà, on arrive Ouais. assez vite sur le vélo et on arrive surtout sur le vélo électrique parce que le vélo électrique, c'est une vraie solution quand on a envie d'en faire tous les jours pour faire des déplacements professionnels, pour arriver frais et puis pour faire des déplacements un petit peu plus longs aussi que du vélo classique. Ah mais oui, non, mais enfin, après, on en parle maintenant assez régulièrement, mais l'image que moi je prenais à l'époque, c'était quand même celle, pour moi c'est comparable du téléphone et du téléphone portable. Le vélo et le vélo électrique. Je pense que la rupture est la même et que tout à coup, ce qu'on peut faire avec un vélo électrique, le champ des possibles devient absolument considérable. Ça devient un outil du quotidien. Ça devient, oui, mais au-delà de ça, vous pouvez transporter davantage de charges. C'est vrai. Et on s'est beaucoup gossé là. C'était où? C'était à Strasbourg. Ces gars qui transportaient des parpaings, les parpaings qui étaient déchargés, vous avez suivi ça, qui étaient déchargés au bord du canal, et les gars les transportaient à vélo. Parce Alors, qu'on j'ai voulait pas amener- suivi Non, mais enfin bref. des parpaings particuliers, mais effectivement, on voit que Le champ vélo des possibles est Exactement. considérable. Mais Exactement. c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a amené vers la location? Il y a une problématique de prix à ce moment-là, c'est ça le sujet? Alors, il y avait un peu une double problématique qui était, d'un côté, effectivement, si on veut passer au vélo électrique, les solutions, il n'y en avait pas 25 à l'époque. C'est soit vous achetez, et moi, je voulais de la qualité, je voulais être rassurée, et je voulais avoir un vélo qui ait des bonnes performances. Et puis, je voulais aussi un peu de confort, parce que, mine de rien, quand on lâche une voiture et on veut l'utiliser tous les jours, on va être bien installé, même sur un Ouais, vélo. Tout à fait, tout à fait. Et ça a un prix, en fait. Et donc, c'est un engagement financier. Un bon vélo, aujourd'hui, ça vaut au moins 2 000 euros, 2 000, 2 500 euros, et même beaucoup plus. Oui, ça monte beaucoup plus haut maintenant. Et donc, c'est un engagement financier qui est quand même un frein assez fort. Et puis, en face de ça, l'autre solution, c'était le vélo partagé. Et le vélo partagé, par exemple, à Paris, c'est le Vélib, ou d'autres acteurs de free floating que vous voyez dans la rue, comme Lime. Et ces vélos-là, vous devez marcher pour en trouver un. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas sûr qu'il soit très propre, qu'il soit très fiable, qu'il marche bien. Donc, c'est un outil qui est un peu moins fiable quand on veut une utilisation du quotidien. Et donc, sur cette base-là, je me suis dit qu'il y avait quand même un espace pour une autre voie qui était un peu, finalement, alliée le bon côté de ces deux voies-là, c'est-à-dire l'exclusivité d'un bon vélo de qualité et en même temps la sérénité du vélo partagé où on n'a rien à gérer. Ouais, c'est ça. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel. C'est là qu'est née l'idée de Red Wheel, donc location plus service. Exactement. Donc Red Wheel, c'est une offre qui se veut premium de location de vélo électrique en abonnement mensuel et sans engagement. Ça, c'est aussi un vrai point important. Comment ça marche? Vous allez sur le site red-wheel.com, vous prenez votre abonnement et puis... Non, j'adore les vendeurs, mais l'idée Non, n'était c'est pas pour vous forcément de expliquer faire, vous voyez, la plaquette de présentation du truc. Non, quoi. c'est pour vous expliquer le service, comment en fait il fonctionne. Oui, mais alors, bon, c'est assez simple, quoi, quand même. Mais le sans engagement, alors ça, par exemple, c'est un truc, on ne reviendra pas en arrière là-dessus, par exemple. On ne peut plus aujourd'hui, dans des systèmes de location, demander des engagements parce que... Alors...
quand on démarre, ça quand même, ça sécurise une partie de la trésorerie quand on démarre une entreprise. Alors nous, l'idée du premium aussi, c'était d'apporter beaucoup de simplicité et de flexibilité. Donc cette promesse du sans-engagement, elle apporte ça. Mais effectivement, on a fait le choix d'avoir une offre parallèle où on propose aux gens de s'engager minimum 6 mois. On voulait voir justement ce que ça allait donner sur ce type d'engagement. Ouais. Et on se rend compte en fait que dans nos abonnés, aujourd'hui, on est à peu près à moitié-moitié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ces offres de location et ce niveau de flexibilité, il est aussi complètement une alternative à l'achat. C'est-à-dire que les gens, en fait, ça va remplacer l'achat. Et donc, c'est des gens qui vont rester longtemps. C'est des gens qui n'ont plus envie d'acheter, qui ont envie de gommer toutes les contraintes de l'achat, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. C'est évidemment gérer l'entretien, gérer les révisions, gérer le vol, mais aussi gérer la fin de vie du vélo. Qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Vous connaissez comme moi sûrement beaucoup de gens qui ont un vieux vélo qui traîne au fin fond de la cave ou à la campagne, qui n'a pas bougé depuis des millions d'années. C'est pas très écolo. Le fait de nous de tout internaliser fait aussi qu'on va gérer, la vie du vélo. Bon. Et vous, en échange, vous avez toujours un vélo surtout qui est en parfait état de marche. Alors, pour l'instant, vous commencez dans les beaux quartiers, là. Hein, ça se passe Paris-Ouest, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, etc. Donc, on est tranquille. Derrière, vous prenez des engagements, par exemple, parce que c'est là où la surchauffe de l'industrie commence à m'intéresser, c'est-à-dire intervention dans les 24 heures. C'est ça, hein, Ouais. j'ai vu, intervention dans les 24 heures si jamais il y a un problème mécanique. Bon, c'est des engagements qu'il va falloir tenir si le succès, et je l'espère pour vous, est au rendez-vous. Écoutez, en fait, nous, on a une façon de fonctionner qui permet cet engagement en 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement réparer sur place. La plupart du temps, on va remplacer le vélo. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir juste un modèle de vélo simple. Ouais, vous n'êtes pas attaché à un seul vélo. Vous, ce qu'on vous propose, c'est un service. C'est un vélo toujours en bon état. Donc, si votre vélo est plus en bon état, on vous donne le même et on vous le remplace. Et puis, nous, on va gérer derrière les problématiques de timing, de réparation. Et ça nous aide à tenir ces engagements-là de 24 heures. Mais il y a un sujet aujourd'hui, par exemple, sur la main-d'œuvre, sur les gars qui sont capables de réparer des vélos. Ça va devenir un métier en tension et en très forte tension. En très forte tension. Et d'ailleurs, on a vu que le gouvernement avait lancé des écoles de formation pour... C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, se former à réparer des vélos, Ouais. c'est pas idiot comme projet de vie. C'est un métier d'avenir. Exactement. C'est un métier d'avenir. Il y a beaucoup de monde qui se met au vélo. intéressant. Et donc, il y a beaucoup de monde qui va avoir besoin de réparer ces vélos, que ce soit sur des systèmes de location ou d'achat. Nous, pour le moment, au démarrage, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Ridey, qui est un partenaire reconnu sur le marché, qui a l'habitude d'entretenir des flottes d'entreprises. Et puis, on va voir avec l'évolution de la boîte... si vous internalisez ou pas, exactement, etc. en fonction et des villes aussi dans lesquelles on sera et du niveau de développement de chaque ville. La question du Made in France, c'est une question intéressante, ça? En tout cas, c'était une vraie conviction. On est une start-up française, on voulait autant que possible s'ancrer en France. Donc, on a fait le choix de prendre un fournisseur de vélos français. Alors, ce n'est pas que sur du Made in France, c'est aussi parce que c'est un fournisseur qui a un savoir-faire. Il y a quoi de Made in France? Parce que, alors, pour le... Alors, vous avez raison. Ceux qui connaissent le vélo le savent. Il y a un Exactement. Japonais qui s'appelle Shimano qui fait tout, quoi, globalement, et qui est... Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de dire vraiment du Made in France sur des vélos qui sont assemblés en France. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais on a quand même, c'est quand même de l'emploi qui est basé en France et ça c'était important aussi dans la démarche d'une start-up française. Mais dans votre idée, et sans doute que vous regardez un petit peu ce qui se fait, enfin les offres sont en train de fleurir absolument partout, l'idée de reconstruire une filière industrielle totale, c'est quelque chose qui vous intéresse, auquel vous voudriez participer si jamais il y avait une réelle demande. On voit Marc Simoncini par exemple qui fait un accord avec Seb. Enfin, c'est quand même super intéressant, ça. Là, on est sur des usines et sur de la vraie production. C'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça, à un moment? Nous, pour le moment, en tout cas, à nos stades de développement, mais même à court terme, notre métier, c'est pas d'être fabricant de vélos. Clairement. Nous, notre métier, c'est de faire du service. Donc, c'est de trouver le meilleur vélo qui va pouvoir répondre aux besoins de nos abonnés. Donc, c'est un vélo qui soit de qualité, performant, hyper confortable. Ça, c'est un point important. Et vraiment trouver la meilleure offre pour nos abonnés et de construire le package de services qui va autour. Mais pour le moment, on n'est pas fabricant de vélos. Mais notre objectif, c'est évidemment de suivre l'évolution du marché et d'adapter notre offre au fur et à mesure. Juste une dernière question. Parce que j'imagine que vous devez un petit peu sonder vos premiers clients.
C'est des gens qui, comme vous, abandonnent la voiture pour se mettre au vélo ou des gens qui abandonnent le métro pour se mettre au vélo? C'est une question que je me pose. Il y a un peu de tout, Alors, on a un peu de tout, Ouais, un peu de mais je vais dire qu'il y a même un troisième type. Il y a des gens qui sont déjà des convaincus du vélo et qui sont intéressés par le côté financier, lissage des dépenses, qui est vraiment important. Il y a des gens qui sont intéressés, qui ont vendu leur vélo ou qui avaient acheté des nouveaux vélos du marché qui étaient un petit peu déçus, ou qui reviennent finalement à une solution Ouais. d'abonnement. Parce que ça aussi, c'est un truc intéressant. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que la profusion de l'offre est quand même, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Les moteurs, vous avez des puissances qui sont exprimées dans des métriques que vous ne maîtrisez pas. Ouais. Donc c'est vrai que vous offrez là-dessus une forme de sécurité. L'idée, c'était d'avoir vraiment un vélo dont on est sûr. Vous en avez marre de regarder tout le marché. Si vous venez chez nous, vous êtes sûr d'avoir de la qualité, de la performance et puis une bonne autonomie. Vous n'avez pas de questions à vous poser, en fait. Donc ça, nous, notre objectif, c'est vous faciliter le passage au vélo électrique, de vous aider à sauter le pas en toute sécurité. Voilà. Et donc, la voiture ou le vélo, moitié-moitié. La voiture ou le métro, plutôt. Non, parce que Donc, en oui. termes de gains écologiques, si on abandonne le métro pour monter sur le vélo, c'est pas... C'est Euh, très bien, mais c'est pas évident que ce soit un vrai gain. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit plus, c'est plutôt de la voiture, mais il y a aussi, honnêtement, il y a aussi du vélo. Sachant que le vélo, les gens qui passent au vélo, en général, deviennent piqués assez vite et donc vont faire 90% de leur trajet. Mais il y aura toujours 5%, il faut transporter des choses, voilà, où le métro sera encore utile. Hein. On est dans un monde un peu multimodal. Le vélo en fait partie et va développer sa part de plus en plus, je pense. Red Wheel, donc, allez voir ça. Colombe Monnoyeur était notre invité sur Bismart. Et donc on termine avec Dominique Lapère de Chavardès. Bonjour, Bonjour. Dominique, président de Météorage. Il y a plein de choses qui m'intéressent, on n'a que 10 minutes et donc il faut aller vite. La première chose qui m'intéresse, parce qu'on est Bismart et qu'on est du business, c'est que vous êtes un spin-off de Météo France, d'une certaine manière. Comment ça se passe, ça? J'ai vu que vous aviez plutôt une formation commerciale, d'ailleurs. Oui, exact. Alors, on va parler des orages. Et donc, c'est vous qui avez fait une forme de spin-off de Météo France? Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, dans ce cas-là, Météo France a racheté une compagnie qui existait déjà, qui avait été créée comme une start-up. Ouais. En fait. Et Météo France l'a racheté parce que c'était un domaine d'intérêt évident pour Météo France. Et c'est vrai que c'était la première fois que Météo France avait une filiale, puisque c'est une filiale, donc. Et ça a donné envie d'en faire quelques-unes, d'autres, dans des niches. Et donc, et j'ai été l'acteur, en fait, pour tout dire, à Météo France, parce que je viens moi-même de Météo France. Mais oui. Et donc, ça m'a donné envie, et j'ai été suivi par Météo France, de créer quelques filiales, dont une qui s'appelle Predict Service, qui gère le risque inondation, une autre qui porte les savoir-faire météo de français à l'international, Météo France International, et on en avait créé une, mais qui a ensuite évolué autrement, qu'on a créée avec Euronext, sur des produits financiers, en fait. Mais alors, je peux vous demander, Dominique, à ce moment-là, si je prends là Météorage, Oui. c'est quand même une boîte qui fait aujourd'hui 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Sur la structure du capital, Météo France garde une part du capital. Les 2 tiers. Les 2 tiers Les deux tiers du capital, et un tiers, c'est le co-actionnaire qu'on a souhaité dès le départ, d'ailleurs, qui est l'industriel qui fabrique les capteurs, puisque on est dans la haute technologie. C'est le finlandais, c'est ça, hein? C'est ça, Voilà. c'est ça, qui au départ était un Américain, et qui a été racheté. Donc, en fait, la technologie vient de l'université américaine, comme souvent dans les hautes technologies. C'est l'université de Tucson, Arizona, qui a créé une spin-off industrielle, qui a développé ce savoir-faire et qui, quelques temps après, a été racheté par le leader mondial de l'équipement météo, Vaisala, qui est finlandais, effectivement, qui est coté en bourse. Tucson, Arizona, où là, il doit y avoir des méga orages. Ah, c'est extraordinaire. Moi, du coup, j'y suis allé plusieurs fois. Il y a de quoi se faire peur. Il y a de quoi se faire peur. Mais quand même, parce que c'est monstrueux. Non, mais l'intensité électrique d'un orage, c'est monstrueux. Sur vos prises électriques, vous avez l'ampérage. C'est 16 ampères, 32 ampères pour les gros disjoncteurs. Un coup de foudre, ça s'exprime en milliers d'ampères. Un petit coup de foudre, c'est 1000 ampères. Les très gros, c'est plusieurs centaines de milliers d'ampères. C'est monstrueux. Jamais on pourra récupérer cette énergie. Non, non. On a essayé. Elle est trop erratique, en fait. Non. Donc la réponse est non.
on peut s'en protéger, on peut la prévenir, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas l'empêcher de tomber non plus. Non. Les gens qui veulent changer le climat, qui se sont cassés les dents, et c'est une bonne chose. Oui, mais on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais elle ne tombe pas toujours. J'ai appris, alors, en vous écoutant, Absolument. que... La majorité de l'activité électrique reste à l'intérieur des nuages, et ce n'est qu'une fraction, ça dépend un peu des formes de nuages, mais 20% environ qui fait ce qu'on appelle un nuage-sol, donc qui tombe au sol, effectivement. Et donc on détecte les deux, avec notre... On va y aller, bien sûr, mais ouais. cette seule fraction, c'est quand même... Il y a 100 impacts de foudre par seconde. Absolument, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Ça, on parle du nombre d'impacts dans le monde. Absolument. C'est absolument considérable. Alors, en France, heureusement, on en a beaucoup moins. Et on vient de publier, hier d'ailleurs, la statistique sur l'année dernière, qui est une année faiblement foudroyée, mais il y a quand même plus de 300 000 impacts qui sont tombés sur le sol métropolitain. Une année faiblement foudroyée. C'est mignon. On arrive à dire des choses, et à prononcer des phrases qui sont magnifiques. Dans son truc, absolument. On en voit là, hein. Voilà, on en voit. Alors c'est du slow motion évidemment. Oui, alors ça, ce sont des caméras. En fait, on s'en sert pour des raisons techniques, mais du coup, ça fait des belles images. On a des caméras très rapides, à 7000 images secondes, qui nous permettent en fait, quand on va sous un orage, de détecter chaque impact. Et donc, on est capable ensuite de corréler avec notre système pour s'assurer qu'il les a bien vus, lui aussi. Ouais, c'est ça, fait pour ça, en fait. D'accord. Mais du coup, ça fait de belles images et on voit. Voilà, celui-là, il reste là, et là, il tombe par terre. Mais alors, donc, c'est la même intensité électrique que l'on voit descendre Absolument. Oui. Et se diviser en multiples branches. Et avec des extensions qui peuvent être considérables. L'extension géographique horizontale peut être en dizaines de kilomètres. Donc oui, donc, et tout ça dans des gros cumulonimbus. Dernière question d'ordre général avant d'aller sur l'activité de météorage. Changement climatique, les orages sont plus forts, moins forts. Là. Vous regardez les choses depuis 10 ans. Oui, 30 ans. 30 ans. Donc on a une vraie climatologie et la réponse est non. La réponse, on n'a pas de signal, on est dans la variabilité météorologique. Vous savez qu'on oppose, il y a deux mots complémentaires, météorologique, climatique. Absolument. Et là, on est dans la variabilité normale météorologique. On n'a pas vu de signal climatique, même si les scientifiques nous prédisent qu'on aura effectivement... Alors, ça dépend un peu des régions. Par exemple, sur les régions méditerranéennes, on voit effectivement une petite évolution avec plus d'orages et avec plus d'activité électrique. Mais au niveau global, il n'y a pas de signal. Bon, alors, on ne peut pas l'empêcher de tomber, on ne peut pas la récupérer. Non. On peut essayer de prévoir l'impact. Et c'est là que l'activité de météorage commence. Oui, c'est ça. Le but, c'est de savoir effectivement, une fois que... En fait, on part d'une détection. Donc, on détecte ce que vous avez vu avec des images. Ça veut dire que ces éclairs, on les voit avec notre système. Et une fois qu'on les a vus, on est capable de mesurer de prévoir leur déplacement sur une géographie et donc de prévenir nos utilisateurs en disant cet orage-là qui s'est formé, il existe, il est en train d'arriver chez vous. Et donc on leur donne une alerte jusqu'à 1 heure de préavis. 1 heure de préavis pour se mettre aux abris. Alors, pour se mettre, mais c'est surtout mettre en sécurité les réseaux. Mais c'est ça. Ce sont les deux choses. On n'a pas de raison d'être, mais pour autant, on s'est donné une mission qui est de protéger des vies, de sauver des vies, d'empêcher des accidents, et d'autre part, de protéger des installations. Et donc, nos utilisateurs, qui sont principalement des industriels, mettent en sécurité des installations, puisqu'en fait, les perturbations sont électrique, le phénomène est électrique, électricité atmosphérique, et crée des perturbations électriques. Et des perturbations électriques chez un industriel, ça peut complètement ficher en l'air une ligne de production. Évidemment, bien sûr. Voilà. Donc le but, une fois qu'on est prévenu, c'est d'avoir des procédures de mise en sécurité de ces installations. Mais alors, pardon, encore une question totalement idiote, mais la mécanique, si j'ose dire, ça se passe comment ? C'est l'intensité électrique de la foudre qui pénètre dans le réseau et met tout en surtension ? C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. La plupart, pas tout. Les coups au but sont rares. Il est rare qu'une... Ça veut dire quoi, coup au but ? Coup au but, ça veut dire qu'on fait
fait, on La est foudre directement... tombe sur le vous câble, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, Ou sur le nœud de réseau. c'est ou ça. sur- ouais. Donc ça, heureusement, c'est rare. En revanche, elle tombe quelque part sur le réseau électrique et elle se propage tout au long du réseau, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand vous êtes sur cette propagation et que vous êtes soit chez vous avec une box qui saute, soit un industriel avec une machine à commande numérique, Ouais. il y a tout ça qui saute, en Ouais, fait. c'est ça. Et ça se fait à la fois par les réseaux et également, mais ça va moins loin, dans le sol. Donc ça se propage également dans le sol. Alors, vous parliez de mettre en sécurité les gens. Enfin, des morts foudroyés, ça reste. Heureusement. Oui, heureusement, mais. Heureusement, alors ça dépend où. Dans le monde, ça reste une cause importante de décès. La 25e cause mondiale de décès, c'est la foudre. Il faut dire que... La 25e. Oui, 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 absolument. Oui, donc c'est considérable. Ah, je suis sidéré. Oui, et il faut dire que on n'a plus les mêmes pratiques en Europe et en France, mais il y a beaucoup de monde dans l'agriculture en fait, et dans des pays très foudroyés, en Asie du Sud-Est par exemple, en Afrique. Ah oui, et si on lâche pas sa fourche quand l'orage arrive. Absolument. Absolument. Et donc bon, alors heureusement en Europe on n'a plus les mêmes habitudes, l'économie n'est plus la même, donc il y a moins de gens dehors à un moment donné, donc les accidents de personnes, en Europe c'est quelques petites centaines par an d'accidents de personnes, dont environ 10% avec malheureusement des issues fatales. Donc voilà. Évidemment, et je crois que alors c'est combien? C'est près d'1 millier de campings qui aujourd'hui ont recours Oui, c'est à ça. vos services, par Absolument. exemple. Oui, c'est ça. Et donc là, typiquement, dans des campings, des golfs, etc., tous les grands sites qui reçoivent du public, le Puy du Fou, et Disney, etc., ça veut dire qu'il faut mettre en sécurité les personnes. Mettre en sécurité, c'est on arrête tous les jeux liés à l'eau. Enfin, tous les parce que c'est évidemment très conducteur. Et autant que possible, on fait rentrer les gens dans du dur. Donc, dans une maison, on est à l'abri, alors que sous une tente, on n'est pas à l'abri. Le paratonnerre reste une protection. Absolument. C'est une bonne protection. Parfaite. Absolument. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle ne va pas très loin, mais elle est très bonne. Si, bien sûr, elle est très bonne. Quand on est dans l'industrie, on a des choses plus sophistiquées. Ça, c'est des cages maillées, des choses comme ça. Ouais. Et par ailleurs, il faut des protections électriques, donc contre les surtensions que vous évoquez. Donc là, ce sont les parafoudres. Donc, Ils fonctionnent comme des disjoncteurs, alors. c'est ça, qu'il y a un absolument. moment. Ouais, voilà, Oui, c'est ça, absolument. Mais il faut les deux. Et malgré ça, il faut quand même être prévenu de l'orage pour mettre en sécurité ce qui ne peut pas l'être. Les meilleurs parafoudres ne protégeront jamais de tout. Il y a combien de capteurs météo-orage dans le monde aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on déployés couvre l'Europe avec une centaine de capteurs. Et par ailleurs, on est capable de voir le monde entier avec un petit nombre de capteurs qui voient extrêmement loin, mondiaux. Donc on est capable de faire le même service modulo, des performances un peu plus light, y compris au cœur de l'Argentine, par exemple. C'est ce qu'on fait. Il nous reste quelques secondes à peine. L'importance des précipitations liées à l'orage, c'est un autre sujet, ça aussi. Oui, bien sûr. Mais qui n'a rien à voir en fait avec les éclairs ou qui peut aussi. Si, être... en fait, un orage est caractérisé par la foudre. Quand il y a la foudre, c'est un orage. Et c'est quand il y a de l'orage qu'il y a des très fortes précipitations. Ouais. Donc c'est le meilleur proxy, pour utiliser un terme bien français, Ouais, voilà, des orages très intenses. Et donc, oui, bien sûr, c'est le meilleur signe des orages violents. On a un leader mondial Au fin fond du Béarn. de la Absolument. Au fond du Béarn, Absolument. de la connaissance de ce qui est une des plus incroyables puissances que la nature puisse C'est ça. aujourd'hui développer. Mais pour lesquels on a quelques moyens donc, de prévention. Donc on est là pour mitiguer les risques. Dominique Lapère de Chavardès, donc le président de Météorage, était notre dernier invité sur Bismart. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi.